Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Enfin, ce nouvel épisode, pas vraiment, c'est plutôt un retour, et oui, le retour du Forum du Parti de la France. Thomas Joly avait bien vu qu'au mois de mai, c'était un peu compliqué. Vous avez vu qu'il y avait moins de vidéos au mois de mai, c'est tout à fait normal en réalité. Je fais beaucoup de choses pour le Parti de la France, vous savez, je fais le montage, je fais la présentation, je fais l'animation, je fais le déplacement pour les vidéos, etc. Et tout ça, mine de rien, bah ça prend beaucoup de temps, et en ce moment, c'est mes périodes d'examen. Et Thomas Joly avait vu que bah, mon temps était plutôt consacré à la préparation de ces examens et des dossiers que tout simplement les forums du Parti de la France et le militantisme en général, ce qui est entre guillemets normal, et donc par conséquent il m'a laissé le temps de préparer mes examens correctement, et c'est pour cela qu'il n'y a pas eu d'épisode de forum du Parti de la France depuis quelques semaines, mais là je suis de retour. Alors comment ça s'est passé? J'ai vu que j'ai reçu plein de commentaires positifs et plein de questions par rapport à mes examens. Bah, je vous remercie tout d'abord de vous intéresser à ça, c'est sympathique. Globalement, bah, j'ai parfaitement réussi mon examen, mon partiel d'anglais. J'ai eu des commentaires très positifs de la part du professeur, donc je suis très content parce que c'est une matière que j'affectionne pas spécialement. Voilà, c'est bien passé, et mes écrits sont la semaine prochaine. Ça peut paraître un peu bizarre que mes écrits soient la semaine prochaine et que je fasse une émission, mais c'est parce que l'urgence politique m'a appelé et a dit: Alexandre, il faut que tu sois de retour pour faire le forum du Parti de la France. Il y a trop d'actualités politiques en ce moment, tu ne peux pas passer à côté de ça. Désolé, il faut que tu fasses l'émission. C'est pas ce que m'a dit Thomas Joly, hein, c'est ce que m'a dit ma conscience, et ma conscience a raison parce qu'il se passe plein de choses, et du coup on va parler de toutes ces choses. Et voilà, donc mes écrits sont la semaine prochaine, donc ça se présente sous la forme d'une garde à vue, moi j'appelle ça. C'est-à-dire que pendant 48 heures, on est en examen continu, il y aura une douzaine de notes, et voilà, et c'est tout aussi long qu'une garde à vue, c'est tout aussi stressant, et les conséquences peuvent être dramatiques. Bon, j'ai fait les examens blancs, la garde à vue blanche, et j'ai eu 14. Donc j'ai eu 14 par transparence, donc ça va. Mais le problème, c'est que en fait, c'est une épreuve, c'est un, comment je pourrais dire, c'est une matière à élimination directe. Donc c'est-à-dire que avoir 10 de moyenne ne suffit pas, il faut avoir 12 dans chaque matière. Si vous n'avez pas 12 dans chaque matière, vous êtes éliminé et vous allez au rattrapage. Donc pour les écrits, il faut que j'ai minimum 12. Que j'ai 12 ou 18, finalement, ça ne change rien, puisque les notes ne se compensent pas. Et ensuite, mon oral sera début juillet, et pour l'oral, il faut aussi que j'ai minimum 12. Donc voilà, on va croiser les doigts ensemble pour que j'ai mon année, et que je puisse partir en master l'année prochaine. Bon, en tout cas, pour ce retour du forum du Parti de la France, nous avons avec nous Thomas Joly qui est président du Parti de la France, et Maxime Orlon, membre du bureau politique du Parti de la France, et nous allons parler d'énormément de choses ce soir, évidemment, les résultats des élections européennes, la dissolution de l'Assemblée nationale, un peu étonnant d'ailleurs, l'implosion et l'agonie de Reconquête, Marion Maréchal aussi, puisque maintenant c'est un sujet à part de Reconquête, puisqu'elle a quitté Reconquête, et Jordan Bardella, ainsi qu'Éric Ciotti et le Front Populaire. Beaucoup d'actualités ce soir, nous allons en parler tout de suite. Alors, avant que l'on commence l'enregistrement de ce forum, je demandais à Yanis Morio s'il avait été surpris par les résultats des élections européennes. Je vais vous donner mon avis tout de suite. En fait, ils ont été conformes à peu près au sondage, hein. Il n'y a pas eu véritablement de surprise. Et c'est vrai que l'on s'attendait à ce que ce soit... Ah, je revoilà Alexandre Inger. Enfin, en tout cas, il apparaît sur Messenger, donc je pense que il va pas tarder à arriver ici. Donc, il prendra en cours de route, hein. Et donc, je pense que comment on s'acheminait de nouveau vers des élections européennes avec un énorme score du Rassemblement national, mais qui n'aurait strictement rien changé. Tant au niveau national qu'au niveau européen, on s'acheminait vers ça. Et c'est vrai que, comme le disait Yanis tout à l'heure, d'habitude, les élections européennes servent à recaser des seconds couteaux des grandes formations politiques ou des gens qui ont perdu leur ministère ou ce genre de choses. Bon, là, c'est vrai qu'il y avait Jordan Bardella qui menait cette liste, et je pense que peut-être que Renaissance, que les macronistes ont peut-être regretté d'avoir mis une bonne femme absolument affligeante. Ils auraient su à trouver pire que Nathalie Loiseau, ce qui est quand même une remarquable performance, puisque Valérie Hayé, à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, elle perdait des voix, tellement ses interventions étaient pathétiques et ridicules. Et c'est vrai que là, ça n'a pas été vraiment une élection, on va dire, de second couteau, puisque ça a provoqué une dissolution à laquelle on ne s'attendait pas nécessairement. J'avoue que moi, j'étais tout de même assez surpris, étant donné que j'aurais pu le comprendre si, par exemple, Bardella avait fait 40%, mais là, Bardella fait 33%, alors qu'il était donné
peut-être à 31. Enfin, ou je crois qu'il fait 31,5 au bout du compte. Il fait même pas 33. 33, c'est ce qu'ils annoncent le soir. 31-37, pardon. Voilà. Ouais, 31-37. voilà. Donc en fait, Hayé arrive en deuxième à 14,60. Il y a quand même plus de 3 millions de voix d'écart, ce qui est entre Hayé et Bardella, ce qui est quand même énorme. Voilà. Et après, on a dans un mouchoir du Pox juste derrière Glucksmann qui suit avec 13,83. Quoi. Voilà, pour ceux qui sont au-dessus des 10% en tout cas. Et et donc en fait, il y avait rien d'étonnant à ces scores. C'est pour ça qu'on se disait bon bah Macron, il va pas dissoudre. Et en fait, avant d'anticiper les prochains sujets, cette dissolution a été un peu la surprise du chef, on peut dire. Et en fait là, tout s'est emballé d'un seul coup puisque cette dissolution changeait tout, changeait la donne. En fait, transformer cette élection européenne avait des conséquences directes au niveau de la vie politique française nationale. C'est-à-dire qu'on remettait en jeu. Puis alors, c'est surtout la rapidité. C'est-à-dire que dimanche soir et 3 semaines. C'est-à-dire une semaine pour présenter les candidatures. Alors, finalement, ils ont prolongé jusque dimanche 18h, je crois, pour déposer les candidatures. Au départ, c'était jusque vendredi et finalement, ils ont prolongé jusque dimanche. Et après 2 semaines de campagne, c'est très, très, très rapide. Et donc, c'est vrai que là, d'un seul coup, on a vu tout s'est emballé. Après une campagne européenne, c'est vrai qu'elle a été tout de même assez soutenue. J'ai pas le souvenir qu'il y ait eu autant de débats dans les précédentes campagnes, autant peut-être parce que surtout aussi, on savait que la droite nationale, le camp national, allait faire un gros score. Mais j'ai trouvé qu'il y a eu quand même beaucoup de débats, beaucoup d'échanges, même si les Français, attention, nous, quand on fait de la politique, on vit, qu'on est militant politique, on fait de la politique, on est un peu dans une bulle. Et il faut quand même quelquefois se mettre au niveau, si je puis dire, de nos électeurs, de l'électorat français. C'est-à-dire que ils ne pichent que dalle aux institutions politiques. Ils ne savent même pas quelles sont les prérogatives du Parlement européen. Ils ne regardent pas les programmes. Donc voilà, là pour les européennes en général, c'est un vote national. Ça n'a rien à voir avec l'Europe, les enjeux européens. Ça passe carrément au-dessus de la plupart des électeurs. Donc voilà, il faut bien beaucoup d'électeurs ne savaient même pas que Marion Maréchal n'était plus au Rassemblement national. Donc attention, il faut toujours bien se dire que l'électorat n'est pas du tout politisé et que les gens politisés en France, l'électorat, ça doit être entre 5% qui maîtrisent la vie politique, on va dire peut-être 10% qui quand même comprennent un peu les choses et 90% qui nagent complètement là-dedans et qui ne connaissent rien à rien, qui on leur dit il y a des élections législatives, ils savent même pas qu'on va élire des députés. C'est pour ça qu'ils disent la liste, ils parlent de liste. Il y a beaucoup de gens, il n'y a pas de liste, c'est des candidatures uniques dans des circonscriptions. Mais déjà là, j'ai employé des mots qui ne sont pas compris par plus de la moitié des électeurs. Par de circonscription, ils ne savent même pas ce que c'est. La plupart des Français ne savent même pas qui est leur député. Donc voilà, il faut mettre tout cela dans son contexte. Et donc voilà, c'est vrai que c'est cette dissolution. Alors on va rester là-dessus. Alors, j'ai été assez pris de court quand il a annoncé dans son allocution. J'étais en train de regarder scrupuleusement les résultats, liste par liste, région par région. Et là, il nous annonce ça. Donc, on est reparti en campagne. Mais bon, je me disais qu'il allait quand même nous faire un coup de Trafalgar. Je pensais pas qu'il allait suivre donc, ce que disait Jordan Bardella, de dissoudre. Mais de toute façon, il était, même s'il ne faisait pas ça, il allait s'enliser. Ça aurait été une fin de règne de roi fainéant très très lente. Il n'avait plus aucune légitimité. Il n'avait plus que des tocards. Enfin, il en avait déjà dès le début dans son gouvernement. Il aurait rien pu faire. Il aurait été bloqué avec l'agitation qu'il y avait déjà à l'Assemblée. Bon là, il a joué le va-tout. Il sait qu'il ne peut pas gagner, donc il veut faire comme Mitterrand ou Chirac, un président de cohabitation. Il a peut-être eu un moment, sans tomber dans le complotisme, cette idée de vouloir tout manigancer, coller les JO sur le dos de Bardella, mais il en a même plus le pouvoir. Il aimerait, mais il n'en a même plus la possibilité. Il est vraiment en fin de règne.
On l'a vu même dans son allocution, il était vieillissant. Enfin, on aurait dit qu'il avait pris 10 ans dans la gueule. Donc ça avait vraiment une atmosphère de fin de règne étouffante. Et Maxime, alors, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, concernant donc cette dissolution, oui et non. Je m'y attendais, on va dire, c'est pourquoi oui, parce que c'est simple. Macron, moi, je pense que c'est comme quelqu'un qui est plutôt très calculateur. Voilà, je pense que là, il a quand même tenté un pari, et justement, le pari justement de entre guillemets semer le bazar dans les formations politiques, et pour le moment, on s'aperçoit quand même que ça réussit plutôt pas mal. Voilà, notamment à droite. Non, parce que je pensais pas qu'il serait capable de prendre un risque aussi important, c'est-à-dire de faire des législatives anticipées à la veille des JO. Ça, c'était surtout le gros point justement qui pouvait être bloquant à l'organisation de l'élection législative anticipée suite à une dissolution. Donc là, il prend quand même des risques. Il y a le risque, il y a le contexte géopolitique international aussi qui est très tendu avec le conflit en Ukraine, les tensions avec la Russie et aussi pas mal d'autres pays, notamment au Maghreb, hein, donc et en Afrique où la France a énormément perdu de son influence ces derniers mois en tout cas. Et ça, c'est à cause de la faute de Macron qui a supprimé les corps diplomatiques et j'en passe. Bon, ça peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais oui, là, je pense que Macron quand même prend un gros risque, prend un risque justement de voir justement une coalition RN, LR, Marion Maréchal, en tout cas les gens qui la suivront, avoir une majorité à l'Assemblée nationale, alors qu'on verra si elle sera relative ou absolue, mais bon, je pense qu'elle sera très très courte. Et justement, pour moi, je pense qu'on va vers une assemblée qui va être assez équilibrée et on risquerait d'avoir justement un pays qui serait ingouvernable pour les 2 prochaines années en tout cas, quoi. Et je me demande si justement c'est pas le projet au fond de Macron afin qu'il puisse justement sortir sans trop de dommages collatéraux de son mandat, parce que là clairement, comme l'a rappelé Yanis à l'instant, on sent clairement que Macron là il est au bout du bout, il est essoré, ça se voit, ça s'est vu dans son allocution d'ailleurs. Il est même aussi isolé au niveau de la scène internationale, isolé dans la situation interne à la France. Donc c'est clair que le gars, en guise d'instinct de survie, pour moi c'est un geste d'instinct de survie, en tout cas sur le plan politique. Je pense qu'il a tenté ce pari-là et il va voir si ça marche ou pas, quoi. Tout simplement. Mais moi je ne pense que ça marchera pas. Au pire, on aura un gouvernement, c'est-à-dire un petit peu hétéroclite, voilà. En tout cas, ça on verra bien, parce que je pense pas qu'il y aura beaucoup d'amateurs pour aller dans ce gouvernement avec un Macron président de la République. Même déjà lui, quand il a fait des remaniements ministériels, souvent il prenait un ministre d'un autre ministère pour le recaser dans un autre, hein. Il y avait très peu de nouveaux candidats, si j'ose dire. Donc même dans sa famille politique, je pense que les gens au fond d'eux-mêmes savent que ça sent le roussi. Puis je pense que certains aussi pensent à leur avenir politique et qui n'ont pas envie de se griller avec ce qu'il faut dire, un fou furieux. Parce que bon, Macron, faut dire que depuis le Covid, il est quand même en roue libre sur pas mal de choses. Il suffit de regarder ses déclarations très belliqueuses à l'égard de la Russie, et même les gens à l'OTAN et à l'Union européenne ne sont pas aussi véhéments et aussi offensifs dans leur discours, hein. Donc, à mon avis, je pense que là, c'est un geste d'instinct de survie, c'est politique tout du moins, et on verra dans ce qui en ressortira dans 3 semaines des élections législatives. Mais à mon avis, je pense que on va vers en tout cas, un brouhaha au niveau politique et avec une France qui va être difficilement gouvernable, et surtout avec des échéances économiques, notamment l'abaissement de la note et des notations, qui vont aussi jouer sur les futurs projets politiques de la France et notamment les futurs budgets. Et
les JO aussi, voilà, qui vont être un enjeu sécuritaire très important et ça me fait plutôt, je suis plutôt assez pessimiste d'ailleurs pour les prochaines semaines sur ces sujets-là. Très bien. Effectivement, l'actualité de cette semaine est très riche. On a parlé de l'Assemblée nationale qui a été dissoute et de cette surprise que cela a engendré, parce qu'effectivement, ce n'était pas une nécessité de le faire. Pour continuer justement sur cette histoire, que dire? Moi, j'ai peur que l'émission dure 4 heures avec toute cette actualité riche, mais évidemment, on va parler de celle qui nous importe le plus, peut-être. On s'est connu quand même pour avoir soutenu Reconquête en 2022 lors des élections présidentielles et élections législatives. Et bien évidemment, notre image est associée à celle de ce parti qui aujourd'hui est en train d'imploser. J'ai envie de dire qu'il est même à l'agonie. Reconquête perd l'écrasante majorité de ses élus, 4 élus sur 5 aux européennes. Stéphane Ravier également, qui était le sénateur, et je crois même un des seuls grands élus de Reconquête, qui part également, qui quitte ce navire. Thomas Joly, vu que vous êtes le président du Parti de la France, vu que vous avez une expérience en politique, j'aimerais quand même vous poser cette question. Est-ce que cette agonie de Reconquête suite à la décision de l'Assemblée nationale, déjà tout d'abord, peut vous étonner? Vous avez peut-être des échos que nous n'avons pas sur l'état de santé de ce parti. Et est-ce que ça a été la meilleure décision d'exclure Marion Maréchal suite à son soutien pour le Rassemblement national pour les législatives qui approchent? Alors, je vais reprendre les choses dans l'ordre, parce qu'en fait, il s'est passé tellement de choses d'un seul coup. C'est-à-dire que Reconquête a implosé en 3 jours. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel dans la vie politique française. On reviendra aussi sur d'autres choses qui se sont passées cette semaine. Voilà, ils arrivent à faire, je vais pas dire miraculeusement, mais presque, je n'y croyais pas trop, et ils arrivent à dépasser les 5%, ce qui leur donne 5 députés européens. Marion Maréchal, Sarah Knafo, Guillaume Pelletier, Nicolas B et Laurence Trochu. Donc, je trouve qu'ils s'en sortent pas si mal, parce que c'était pas si évident que ça, au vu de la campagne, au vu du rouleau compresseur Jordan Bardella, donc d'avoir réussi à tirer son épingle du jeu au milieu de ces élections européennes. Nous avions fait le choix de soutenir la liste conduite par Marion Maréchal. Nous nous sommes fait remarquer avec notre affiche Donnons un avenir aux enfants blancs. Elle a eu voilà une attitude pas se presser en fait par ses adversaires politiques et la presse, comme quoi bon pour se dédouaner, nous a plus ou moins rejeté par un tweet, par une mise en demeure et non pas une plainte, comme j'ai entendu ici ou là. Il n'y a jamais eu de plainte de déposée contre le Parti de la France, uniquement une mise en demeure plus ou moins bidon. Voilà, pour qui voulait, parce que apparemment donner un avenir aux enfants blancs est quelque chose de scandaleux. Enfin, en tout cas, elle n'en a même pas parlé. D'ailleurs, elle n'a même pas abordé ça. Tout ce qui l'embêtait, c'était que ça entache ses frais de campagne. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. On en a déjà parlé. Et donc voilà, il y a eu cette campagne. Elle y arrive, mais il y a la dissolution derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette implosion de Reconquête n'aurait peut-être pas eu lieu si en interne, chez Reconquête, la campagne s'était déroulée comme une campagne normale où on soutient sa candidate. Non, alors même que ce parti a 2 ans d'existence, qu'il est aux mains de la concubine de Sarah Knafo, parce que c'est elle qui dirige tout. En fait, Éric Zemmour, ça ne l'a jamais intéressé de diriger un parti. D'ailleurs, quand du temps où j'échangeais avec Éric Zemmour, je lui avais dit que c'était très important d'avoir un parti derrière un candidat. Il fallait que ce soit une machine de guerre qui soit extrêmement structurée de telle façon à être un appui solide. Chaque candidat doit avoir un appui solide, que ce soit pour les présidentielles ou pour les autres élections. On ne fait pas de politique sans parti. Tout ce qu'il a trouvé à faire, j'ai bien compris que ça ne l'intéressait pas dans nos échanges. C'est pas quelque chose. Et après, et tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de filer la direction du parti à Sarah Knafo, qui, elle, en a fait, on va dire, voilà, un club personnel et qui n'a absolument pas su gérer. Alors ça s'est vu dans je ne sais pas combien de fédérations départementales où les cadres ont été purgés, enfin voilà, avec des conflits personnels avec des amis de Knafo, ce genre de choses. Bref, toujours est-il qu'il y avait 2 clans bien distincts, le clan Marion Maréchal et le clan Zemmour-Knafo, et que le clan Zemmour-Knafo a passé son temps tout au long de la campagne à savonner la planche de Marion Maréchal pour arriver à une ambiance absolument exécrable, détestable, et d'ailleurs la presse l'a souligné. Zemmour qui ne pouvait pas s'empêcher de parler, d'aller, d'être invité sans jamais en référer à la candidate. Donc du coup, la candidate, c'est elle, on va dire,
isolé avec sa propre équipe, ce qui peut paraître aussi normal. Bon, bref, une ambiance absolument détestable. Et il n'y aurait pas eu de dissolution. Je ne suis pas sûr du tout que Marion Maréchal serait restée, parce qu'elle n'en pouvait plus non plus de cette ambiance détestable, insupportable. Alors, elle n'était peut-être pas non plus tout à fait fautive dans l'histoire. Je ne sais pas, je ne suis pas à l'intérieur de Reconquête, mais je savais très bien que tout ce que la presse disait sur l'ambiance abominable lors de ces élections en interne à Reconquête était vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir aussi qu'ils ont bloqué l'argent de la campagne, 1 million d'euros qu'ils ont bloqué à peu près au mois de février, en imposant une ligne stratégique et en imposant aussi des gens sur la liste. Et à savoir que Sarah Knafo, au départ, voilà, faut pas croire que c'est Zemmour qui a imposé Sarah Knafo. C'est du départ pour justement en finir avec le torpillage interne de la liste. Philippe Vardon et Marion Maréchal avaient demandé depuis plusieurs mois que Sarah Knafo prenne la 3e place, de telle façon à aussi qu'elle travaille pour la liste plutôt que d'essayer de la saborder de l'intérieur. Donc voilà, cette ambiance exécrable a abouti, avec la dissolution, a abouti à un déchirement définitif entre les deux clans, puisque Marion Maréchal a tout de suite voulu prendre, donc je crois que c'était dès lundi, qu'elle a rencontré Jordan Bardella et Marine Le Pen, et qu'elle avait plus ou moins réussi à obtenir quelque chose. Mais entre-temps, il y avait les négociations avec Ciotti, et je pense qu'ils ont préféré avoir l'appui d'Éric Ciotti plutôt que celui de Zemmour. Et puis d'un autre côté, honnêtement, vu le rapport de force entre les deux formations, c'est sûr que ça avait un symbole, c'est-à-dire le symbole de rallier à soi Reconquête. Mais en attendant, c'est un concurrent politique. Alors attention, je ne suis pas en train, mais je me mets d'un point de vue stratégique. Quel était l'intérêt pour un parti politique qui représente 5% des électeurs, qui qui à tout seul n'a aucune chance d'avoir des députés, et de lui accorder des circonscriptions et qu'il puisse avoir des députés, un concurrent direct. C'est un peu normal que le Rassemblement national essaie de tuer son concurrent direct. Donc ça peut aussi se comprendre d'un point de vue stratégique. Je ne parle pas d'un point de vue politique, puisque il aurait été beaucoup plus ça aurait donné une image beaucoup plus rassembleuse de prendre et le LR de Éric Ciotti et Reconquête. Mais toujours est-il que voilà, ça se passe comme ça, et Marion Maréchal en profite pour se barrer de ce radeau de la Méduse qui est devenu Reconquête. Et là, on a assisté au déchirement qui se passe, aux tensions, aux mots méchants des uns et des autres. Enfin, je crois que Marion Maréchal, on n'a pas trop dit, mais bon, c'est sûr qu'elle n'a pas forcément le beau rôle. Elle vient de se faire élire, et 3 jours après, elle se barre avec 3 autres députés européens, en accusant Zemmour d'avoir fait foirer les négociations. Je pense que Zemmour n'a pas fait foirer les négociations, et que Marion Maréchal aussi avait envie de partir. Donc elle a pas eu, peut-être vis-à-vis d'Éric Zemmour et de Reconquête, une attitude avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de dignité. Mais d'un autre côté, ça c'est de la tambouille interne. C'est-à-dire tout ce que les gens voient, c'est que Marion Maréchal a souhaité justement l'union, l'alliance, ne souhaite pas qu'il y ait de division du camp national, et ça, au niveau de l'électorat, ça passe beaucoup mieux que la survie de Reconquête. Parce que de toute façon, on dit oui, mais Éric Zemmour présente quand même des candidats, mais il n'a pas le choix, puisque les subventions publiques pour les partis politiques se décident par rapport au nombre de voix que l'on fait au premier tour des élections législatives. Donc Éric Zemmour n'a pas d'autre choix que de présenter des candidats s'il n'a pas d'alliance avec le Rassemblement national, puisque ça conditionne la survie financière de son parti. La survie politique, n'en parlons pas, parce que je pense que Reconquête, c'est terminé. Ça va vivoter encore un petit peu s'ils arrivent à faire au moins 1% dans 50 circonscriptions, mais c'est tout. Je crois que malheureusement, en 2 ans, ils ont réussi à faire un immense gâchis, et Marion Maréchal n'avait pas spécialement envie, parce qu'elle serait peut-être restée dans un parti politique qui lui donne envie de rester, où elle n'a pas l'impression d'être une étrangère ou la femme à abattre. Donc voilà, je pense que c'est un divorce très houleux, à tort partagé, mais qui fait déjà partie du passé. Marion Maréchal n'a pas non plus rejoint le RN, je pense. Je ne serais pas surpris qu'elle crée
peut-être après les élections législatives, ou voilà, une sorte de structure qui servira de sas de décontamination pour retourner au RN, ou quelque chose de ce genre. Nous verrons bien. Voilà, il peut se passer encore énormément de choses, mais voilà, Reconquête, l'ambiance d'Éric Zemmour est responsable aussi de cette ambiance détestable et du rejet interne de Marion Maréchal, qui n'a pas commencé depuis lundi, mais qui avait eu lieu depuis des mois. Donc voilà, c'est une situation complètement pourrie. On voit là un amateurisme total de gens qui ont été à la tête d'un parti politique. Voilà, imaginez le gâchis. Il y avait 100 000 adhérents en 2022 au moment des présidentielles. Enfin, il y a un formidable espoir. Il y avait des responsables partout. Et imaginez qu'en l'espace de 2 ans, ils ont réussi à tout démolir, à tout foutre par terre, parce que là, c'est fini, c'est terminé. Les militants sont démobilisés, les cadres sont démobilisés. Comment ils ne savent même pas s'ils se présentent ou pas aux législatives. Il y en a certains, pas beaucoup, qui rejoignent Marion Maréchal dans son initiative de ne pas présenter de candidat face à ceux de la coalition LR-RN, et donc les scores des candidats Reconquête vont être très marginaux. Il faut s'y attendre. Donc voilà, on a assisté. Ça aurait été une étoile filante, on va dire, mais de toute façon, depuis les 7% d'Éric Zemmour en 2022, on peut déjà dire que voilà, c'était déjà le crépuscule et d'Éric Zemmour et de Reconquête. On peut le regretter. Voilà, je ne dis pas, j'en suis pas ravi, je ne dis pas ça de sourire aux lèvres, mais c'est un constat que l'on peut faire, que l'on pouvait déjà faire à l'époque, puisque après les espoirs qu'Éric Zemmour avait suscités au cours de la campagne présidentielle, le simple fait qu'il fasse 7%, puis je crois que c'était 3,5, je sais même pas 4 aux élections législatives, et là miraculeusement, et je pense grâce à la personnalité de Marion Maréchal, 5,3%, mais voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas une dynamique suffisante pour permettre à Éric Zemmour d'avoir le moindre espoir en 2027. Bon voilà, j'étais un petit peu long, mais il fallait résumer tout cela, parce que ça pouvait pas se résumer juste à un crépage de chignon. Il y a eu crépage de chignon, évidemment, entre Sarah Knafo et Marion Maréchal. Et encore une fois, alors on va m'accuser de misogynie, de machisme, mais je crois que dans un parti politique, il est très dangereux et on n'est jamais récompensé de donner trop de pouvoir à des femmes. On peut le voir en tout cas, ou à des jeunes femmes comme Marion Maréchal et Sarah Knafo, puisque on a vu que par leur rivalité, eh bien ça a complètement torpillé et une campagne électorale et un parti politique qui, à l'origine, avait tout pour réussir et prospérer. Donc on ne peut que le regretter, mais voilà, maintenant c'est comme ça, et je dirais, maintenant, Reconquête, Éric Zemmour, c'est du passé. Voilà, maintenant on est dans une autre phase, et je crois que le sort de Reconquête et d'Éric Zemmour n'intéresse plus personne, à part les intéressés, à part les permanents, à part ceux qui s'accrochent à leur poste à l'argent qu'ils pouvaient retirer de Reconquête jusque-là. Je pense à un Damien Rieu qui, pour l'instant, n'a pas tout à fait donné sa position. Il doit essayer de regarder là où il peut être embauché, là où il peut faire un peu d'argent. Donc, pour l'instant, il n'a pas quitté Reconquête. Il n'a pas non plus tirer sur Marion. Donc, il doit être en train d'hésiter, puisque voilà, des gens comme Damien Rieu cherchent toujours un moyen de se recaser et surtout de vivre de son activité. Donc voilà, j'étais un petit peu long, mais il fallait être complet. Peut-être que Maxime a des choses à rajouter là-dessus. Alors, moi, ce que je vais rajouter là-dessus, surtout, c'est que si aujourd'hui Reconquête en est à ce point, c'est parce que il n'y a jamais eu de chef à la tête de ce parti. Zemmour n'a absolument pas l'âme d'un chef. Moi, qui ai eu la chance de côtoyer Jean-Marie Le Pen, toi encore plus, Thomas, et bien avant moi, malgré cela, Jean-Marie Le Pen quand même a subi une scission en 98 avec le MNR. Donc même quand on a des chefs, des gens charismatiques qui ont pu entourer Jean-Marie Le Pen, par exemple, même ça arrive. Alors imagine quand tu n'as pas de chef comme Zemmour. Et en plus de ça, lui, Zemmour, il se fait télécommander par sa maîtresse, donc Sarah Knafo. Et comme tu l'as si bien dit, et moi je pense qu'aujourd'hui, les bonnes femmes en politique, c'est pas du tout compatible. Et je suis désolé pour nos amis de la gente féminine, mais c'est le cas. On le voit encore avec cette histoire. On le voit aussi à gauche, notamment avec EFI, sur ce qui a pu se passer il y a quelques mois.
c'est assez récurrent dans le paysage politique, les conflits de bonnes femmes. Donc là aujourd'hui, il faut en tirer toutes les conclusions qui s'imposent et dire aussi que si Reconquête a flanché, c'est aussi parce qu'il y a eu une erreur, des erreurs stratégiques qui ont déjà commencé dès la présidentielle, dès la campagne de la présidentielle. Et Reconquête justement et son état-major a persévéré dans cette ligne, alors que c'était pas la bonne. Je rappelle quand même qu'en février, 2 mois avant la présidentielle, Zemmour était donné à plus de 17-18% dans les sondages. Voilà. Bon, après il y a eu ce qui s'est passé en Ukraine, bien sûr, où il a fait complètement rétropédalage complet. Donc ça, forcément, ça n'a pas, on va dire, plu à l'électorat. Alors que moi je pense qu'aujourd'hui avec le recul, il aurait fallu persister sur la ligne sur laquelle il était parti dès le départ. Donc en tout cas sur ce sujet géopolitique très important. Mais ils ont persévéré dans les erreurs aux législatives et aussi aux européennes. Voilà, c'est comme tu l'as si bien dit, Thomas, c'est un miracle qu'ils aient fait plus de 5%. Moi, je pensais jamais que Reconquête ferait plus de 5%. Je les voyais aux alentours de 4, 4,5%. Pas loin du but, de l'objectif à atteindre, mais ça c'est grâce à Marion Maréchal. Et de toute façon, là, vu les départs qui s'amorcent, hier j'ai constaté aussi que Stéphane Ravier aussi allait suivre Marion Maréchal, et c'était quasiment sûr. Bon, après des cas comme Damien Rieu, ça et tout, bon, eux on va dire, ils sont un peu beaucoup moins importants, on va dire. Mais aujourd'hui, la plupart des cadres qui faisaient justement l'attrait de Reconquête et ce qui attirait les lecteurs vers Reconquête sont partis. Voilà, donc moi je pense que la survie de ce parti va pas être longue. Après, on verra bien si le nombre de candidats qui présenteront lors de ces législatives à venir. Bon, après, ils peuvent faire les 1% dans les plus de 50 circonscriptions, c'est à leur portée, je pense. Mais là, avec ce qui s'est passé, et notamment Zemmour, là où il va en payer sur le long terme, il a quand même fait Reconquête à la base pour prôner l'union des droites. Il a toujours prôné ce discours-là, même comme il était chroniqueur à la télévision, chez Ruquier à l'époque, et puis après sur CNews, il était pour l'union des droites, et il appelait l'union des droites de tout son cœur, j'ai envie de dire. Hein. Il en parle depuis de très nombreuses années. Et là, aujourd'hui, il fait complètement volte-face, hein, tout ça pour primer sur ses petits intérêts personnels et surtout les petits intérêts personnels de Sarah Knafo, qui pense que à elle toute seule, avec son peu d'expérience en politique, son peu d'expérience aussi professionnelle, hein, parce que Sarah Knafo, faut qu'elle redescende de sa branche. Hein, et Sarah Knafo, elle n'a jamais travaillé de sa vie dans le privé. Elle sait pas ce que c'est que diriger une entreprise. Elle sait même pas ce que c'est que manager des gens dans une entreprise privée avec des objectifs financiers, avec des objectifs managériaux. Elle sait pas ce que c'est tout ça. C'est une fonctionnaire, Sarah Knafo. Elle a fait les écoles d'administration, voilà, et donc elle est complètement déconnectée de la réalité. Donc aujourd'hui, Sarah Knafo, il faut qu'elle redescende de là où elle est, parce qu'elle est nulle, tout simplement. Hein. Si elle nous écoute, voilà, il va falloir te remettre très vite en question, mademoiselle Sarah Knafo, parce que là, sinon, vous allez encore plus droit dans le mur. Et puis de toute façon, d'après ce que j'ai pu constater il y a 2 jours à Touche pas à mon poste, hein, où Hanouna lui a tendu un petit piège entre guillemets en appelant Jordan Bardella à lui laisser un message. Voilà, ce qu'il faut qu'elle comprenne, Sarah Knafo, c'est qu'elle est complètement inaudible aujourd'hui parce que tout le monde sait qui elle est. En plus de ça, tout ce qui s'est passé pendant la campagne de Marion a fuité dans la presse, donc ça c'est encore pire pour un parti politique. Un parti politique où les conflits internes fuite, là, que ça part dans tous les sens de cette façon et que ça se sait du grand public, là, j'ai envie de dire, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à fermer la boutique. C'est que alors, il paraît que tout le monde, il n'a même pas nié parce qu'apparemment, au siège de campagne, il paraît que c'est Stanislas Rigaud et son équipe qui ont balancé tous les offs de la campagne. C'est-à-dire tout ce que la presse avait, ça venait du sémillant, du frétillant Stanislas Rigaud, qui d'ailleurs excite beaucoup Renaud Camus, parce que Renaud Camus ne parle que de Stanislas Rigaud, donc je suis pas certain qu'il parlait, c'était quelque chose de très raisonné, de très politique, la réaction de Renaud Camus quand on connaît son appétit pour les jeunes et faibles.
et en plus connaissant voilà les orientations du jeune homme, donc voilà, il paraît que c'est lui, enfin selon Marion, l'a attaqué tout de suite puisque la réunion qui a duré 5 minutes quand ils se sont retrouvés, je crois que c'était le mardi, elle a immédiatement attaqué Stanislas Rigaud en demandant s'il était très content de lui d'avoir tout au long de la campagne balancé tout ce qu'il pouvait des infos internes à la presse. Mais ça ne m'étonne pas. Là, je parlais d'amateurisme il y a quelques minutes. Et ben, exactement, c'est ce qu'on retrouve dans le comportement de Stanislas Rigaud. Stanislas Rigaud, c'est pareil. C'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un contrat de travail avec des clauses de confidentialité. Donc, s'il savait ne serait-ce que ça, et ben, il n'aurait pas été colporté dans la presse tout ce qui se passe. Et là, je parle sous ton contrôle, Thomas. Je pense que si des choses similaires arrivaient au Parti de la France, je pense que les gens concernés auraient on va dire, des jours d'espérance de vie qui se limiteraient, qui se restreindraient assez rapidement, je pense. Et ça serait normal. Voilà, aujourd'hui, dans le cadre professionnel, si vous faites fuiter des informations importantes, financières, commerciales, c'est pareil, vous êtes viré. Et ben là, ça devrait être pareil, voilà. Et sauf que Stanislas Rigaud et ses petits copains, eux, vont rester accrochés à leur poste, hein, en espérant que Reconquête puisse prolonger son financement en faisant plus de 1% dans 50 circonscriptions. Voilà, mais aujourd'hui, force est de constater, c'est que Reconquête, rien qu'à cause de ça, a perdu toute crédibilité. Voilà, aujourd'hui, quelle nouvelle personne, quel cadre important de la droite nationale va vouloir intégrer Reconquête avec tout ce qui s'est passé, sachant qu'éperdument que au prochain échec, tout risque de partir dans tous les sens et même pire, de sortir dans la presse. Voilà, et que ça va être, tout le monde va se tirer à boulet rouge par médias interposés. Alors que ce genre d'affaires se règle en interne, sans justement que ça sorte à l'extérieur. Encore pire, comme on fait de la politique et qu'on a des ambitions assez fortes, enfin ce qui était le cas de Reconquête à son lancement en tout cas, quoi. Donc aujourd'hui, je pense que nos amis de Reconquête doivent justement revenir, se remettre au boulot très sérieusement. Je pense que s'ils veulent au minimum sauver le parti, je pense qu'il va falloir faire un grand coup de lessive dans les institutions de ce parti. Je pense que tout l'entourage de CNAFO, pareil, est aussi néfaste que l'entourage de Stanislas Rigaud. Enfin, c'est à peu près le même, mais voilà, il y a quand même quelques petits clans malgré tout. Et de toute façon, là, si Marion venait qu'à faire son association ou entre guillemets un parti politique qui serait un satellite du Rassemblement national, enfin, tout en gardant une certaine, on va dire, indépendance, je pense que pour Reconquête, ça en sera terminé, malheureusement pour eux. Mais bien fait, parce que ça sera le résultat de leur incompétence que on a déjà maintes et maintes fois discuté dans les forums du Parti de la France, une incompétence qui dure depuis 2 ans, avec des décisions suite aux échecs de la présidentielle et des précédentes législatives qui n'ont pas été pris en compte et ni assimilés. Donc, à un moment donné, comme on persiste dans des conneries, bah, ça ne peut pas donner du bon, c'est évident. Alors, je voudrais ajouter, parce qu'il y avait des gens qui me demandaient, au plus fort de Reconquête ou de la campagne d'Éric Zemmour, pendant les présidentielles, qui disaient, mais quel est l'intérêt, voilà, vous, le Parti de la France, pourquoi vous ne fusionnez pas avec Reconquête? Pourquoi quel est l'intérêt d'exister du Parti de la France, puisque Reconquête, maintenant, est la force politique? Et j'expliquais aux gens qui me disaient ça, je leur disais, mais vous savez, le Parti de la France existait avant Reconquête, et je pense, sans trop me tromper, qu'il existera toujours après Reconquête. Et c'est ce que là, nous allons voir, parce que je ne donne pas plus d'espérance de vie à Reconquête que quelques mois après les élections législatives. Et donc, effectivement, alors c'est pas, je suis content, je me frotte les mains en disant, ah là, Reconquête, mais c'était surtout aussi une certaine prudence, et je ne vois pas du tout quel aurait été l'intérêt de fusionner à Reconquête, puisque on a vu qu'ils nous ont snobés depuis leur création, en disant ah les bourrins du Parti de la France, ah là là, bah non, pas avec eux. Alors le pire, c'est qu'en plus, Éric Zemmour reprenait l'ensemble des thèmes que développait Jean-Marie Le Pen à l'époque, mais qu'il fallait surtout pas s'afficher avec ceux qui s'affichent
officiellement comme les héritiers politiques de Jean-Marie Le Pen, puisque le Parti de la France, c'est ça, c'est le Front National, canal historique. Et ben voilà, tous ces gens qui nous ont snobés, eh bien, je suis très content de ne pas avoir fusionné le Parti de la France, de ne pas avoir pas dit, bon, bah, on arrête et hop, on adhère tous à Reconquête pour voir ce que ça a donné jusqu'à maintenant. Donc voilà, nous sommes toujours là, nous défendons toujours la même ligne et je pense que ça ne passe plus par Reconquête qui n'a, pour ma part, je pense, plus aucun avenir politique. Absolument. Et d'ailleurs, pour conclure sur l'arc Reconquête, puisque nous avons quand même pas mal de thèmes aussi à aborder, je vais simplement donner également mon avis sur ce qui vient de se passer. Au début, j'avais une lecture un peu naïve, c'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était deux visions de la politique qui s'affrontaient, c'est-à-dire qu'on avait d'un côté le clan Éric Zemmour, plutôt Sarah Knafo, le côté gestionnaire de parti qui voulait présenter un maximum de candidats aux législatives afin d'avoir le maximum de subventions possibles pour que le parti puisse continuer de vivre économiquement parlant, et de l'autre celui de Mario Maréchal qui s'est laissé emballer par l'engouement de l'union des droites, quitte à ne pas effectivement suivre les directives d'Éric Zemmour et de Sarah Knafo. Cette lecture un petit peu naïve m'a permis également de comprendre quelque chose, et c'est quelque chose sur lequel je vais vous interroger, Thomas Joly, c'est que depuis des années, j'entends parler d'union des droites, et je pense, dû à votre expérience et votre âge aussi, vous avez dû en entendre parler, je pense, pendant des décennies, et à chaque fois que j'entendais parler de l'union des droites, je n'y croyais pas, ce n'était pas crédible, je sentais pas du tout que les personnes qui m'en parlaient étaient sincères dans leurs propos, et je n'ai jamais vu réellement d'efforts au sein des partis concernés pour créer cette union des droites. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est différent. Depuis 2-3 jours, je ressens une certaine sincérité dans la bouche des candidats qui parlent réellement d'union des droites, et je sens certains efforts aussi. Bien évidemment, Ciotti, ce sera un thème à part entière dans cette soirée, mais c'est un très bon exemple de cette volonté de vouloir créer l'union des droites. Vous, Thomas Joly, pour ces élections législatives qui vont se dérouler le 30 juin, vous ressentez également un changement de mentalité et un changement d'engagement concernant cette fameuse union des droites qui vient contrer le Front populaire? Bah, oui, dans le sens où elle se fait presque automatiquement à partir du moment où il y a une locomotive comme l'est le Rassemblement national qui est aux portes du pouvoir. C'est-à-dire, de par les scores énormes du Rassemblement national, il y a évidemment une tendance, et là, avec cette dissolution surprise, presque miraculeuse, il y a une possibilité de prendre le pouvoir. Et voilà pourquoi c'est pas par voilà, désolé d'en décevoir certains peut-être, mais c'est pas par conviction qu'Éric Ciotti rejoint la coalition avec le Rassemblement national. C'est uniquement parce il essaie d'aller, il pense, il a peut-être raison, que cette fois-ci ça va basculer. Il espère d'être monté dans le bon wagon, si je puis dire. Naturellement, que là, l'union des droites se fait en quelques jours. C'est-à-dire que ce qui a été, voilà, ce qui reste des discussions de salon, l'union des droites, ce genre de choses, bah là, elle se fait par la force des choses, parce que le pouvoir est à portée de main. Parce que du jour au lendemain, soit Éric Ciotti peut passer d'un député de l'opposition marginalisé parce qu'il aura, on va dire, trahi les caciques, pas les militants, mais les caciques de son parti. Donc soit un député d'opposition qui n'aura peut-être plus de carrière politique, à peut-être un poste de ministre, peut-être ministre de l'Intérieur dès début juillet. Donc c'est un pari, certes, mais là l'union des droites forcément se fait. C'est parce que la possibilité de gagner, et surtout c'est quelque chose que le peuple de droite ne connaît plus depuis longtemps. Je parle de véritable droite, hein, voilà, des gens qui ont quand même, voilà, mais Emmanuel Macron n'est pas de droite, par exemple. Voilà, on peut pas dire que c'est de la droite Macron, même si quelqu'un du front de gauche dit que Macron est un fasciste. Bon voilà, Macron c'est pas la droite, c'est le centre gauche, c'est la social-démocratie, si l'on peut dire. Et voilà, là, il y a une véritable alternative possible dans 3 semaines. Voilà pourquoi, d'un seul coup, ça se concrétise. Ça se concrétise parce que ça aiguise les appétits. Et à partir du moment où il y a une possibilité d'accéder aux responsabilités, forcément, les choses bougent et dans le bon sens, dans le sens d'une union des droites. Mais
qui peut-être éclatera si elle ne réussit pas. C'est tout à fait possible que après, si par exemple c'était un échec et que on arrivait à une assemblée, alors ce que je n'espère surtout pas avec la gauche et l'extrême gauche, puisque à la vue de leur programme, je pense que on serait dans une sorte de chaos migratoire et économique en quelques semaines. Ce serait absolument dramatique. Et je pense que ils sont tellement outranciers et caricaturaux que ça va servir le Rassemblement national. C'est-à-dire que plutôt que de passer, ils sont dans l'hystérisation anti-Rassemblement national et avec des propositions outrancières qui, je l'espère, vont faire peur aux boomers, aux macronistes. Moi, ce que je pense, mon pronostic, c'est que je pense que le macronisme et les débris des républicains émasculés vont s'écrouler. Ça va être un écroulement, puisqu'on le voit au niveau des troupes de Macron, personne n'y croit. Et je pense que là, d'ailleurs, il y a eu un sondage, et a priori, sur 577 circonscriptions, il y aurait 536 duels RN ou LR contre le Front populaire. C'est-à-dire qu'en fait, cette élection va se jouer, c'est l'extrême gauche contre la dite extrême droite, ou contre la droite. Ça va être ça. Et je pense que les macronistes ne vont pas du tout surnager. Ça veut dire que c'est une élection où les gens vont se dire c'est soit la gauche, et alors après il y a peut-être quelques gens perdus, mais je pense je ne vois pas beaucoup de... Il y a d'ailleurs des députés sortants macronistes de Renaissance, ils ne vont même pas se représenter parce qu'ils n'osent même pas retourner face aux électeurs. C'était tellement ils ont peur de... Voilà, c'est le syndrome un peu comme François Hollande qui ne s'est même pas représenté à l'élection présidentielle parce qu'il savait très bien qu'il aurait fait un score catastrophique. Eh bien, les candidats de Macron vont être dans cette situation. Donc je pense que le macronisme va disparaître lors de cette élection, qu'ils vont avoir un nombre de députés très réduit, et que le véritable duel, ce sera entre cette gauche hétéroclite qui va de Trotsky jusqu'à Mahomet et la coalition de droite du Rassemblement national et des Républicains. Et donc 536 duels. Et donc c'est là que ça va se jouer. C'est là que ça va se jouer. Et je me réjouis du programme hallucinant du nouveau Front populaire, puisqu'il y a de quoi effrayer toute personne qui réfléchit un tant soit peu. Toute personne qui, même si elle trouve le Rassemblement national extrémiste, là c'est encore pire, puisque il n'y a pas besoin d'être expert en économie pour s'apercevoir que ça va accélérer de manière fulgurante la ruine du pays. Également, ce sera la déferlante migratoire, puisque il supprime le peu de barrières qu'il avait encore pour l'immigration, tant légale qu'illégale, seront supprimées. Donc, c'est quelque chose que je pense qui sera bénéfique pour ces élections, qui sera pour les élections législatives, mais elles vont être très importantes. Mais je ne vois pas du tout, apparemment là, ils donnent des candidats macronistes à 18-19, ils leur donnent un groupe de députés de 80-90 députés. Je n'y crois pas. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir une confrontation, un duel entre la gauche, l'extrême gauche, les écolos, enfin tout ce qu'on veut, toute cette fange, et la coalition RN-LR. Il n'y aura pas d'autre choix. Les petits candidats, les petites formations, dès le premier tour, vont être balayés parce que l'enjeu n'est absolument pas là. Je pense que les petites formations vont véritablement souffrir. On verra quelles formations représentera des candidats. Parce que c'est terrible, ça aussi, pour des petites formations politiques, de présenter des candidats en l'espace d'une semaine. C'était très, très compliqué. Heureusement, je suis limite très content que le Parti de la France n'ait pas à présenter de candidats pour cette élection, puisque nous n'avons ni les moyens, nous sommes honnêtes, nous disons, nous n'avons ni les moyens ni financiers, ni logistique, et que ce n'a aucun intérêt stratégique à présenter des candidats à ces élections législatives anticipées. Donc ça va être intéressant, mais je pense que ça va être un duel, et au fur et à mesure de cette très courte campagne, de cette campagne éclair, on va s'apercevoir qu'il n'y a que deux pôles qui surnagent, et par contre on pourra se réjouir de la disparition de tous ces barons des Républicains que l'on a pu voir, qui n'avaient pas de mots assez durs pour condamner l'initiative d'Éric Ciotti,
et également tous ces macronistes arrogants que l'on voit depuis 7 ans. Eh bien, tous ces gens-là vont disparaître de la scène politique, ou du moins provisoirement. Je pense qu'on n'entendra plus parler d'eux. Alors, on peut aussi arriver à cette Assemblée nationale totalement qui ne permettra pas de sortir une majorité claire avec personne avec un Rassemblement national qui a une majorité relative, qui ne pourra donc pas gouverner. Là, on pourrait aboutir à quelque chose de très très compliqué, puisque avec des macronistes, des LR qui refuseront l'alliance avec le Rassemblement national, et une extrême gauche qui refusera et qui refuseront aussi peut-être l'alliance avec la gauche, l'extrême gauche. Donc voilà, on peut assister à quelque chose de complètement surréaliste, avec une assemblée, malgré un scrutin majoritaire, avec une assemblée qui ne peut dégager un gouvernement, et peut-être de nouveau des élections pour mettre fin à cette crise. On peut arriver à une grave crise politique française à cause de cela, avec en plus des Jeux Olympiques qu'il faudra bien gérer en même temps, même si je pense que c'est pas voilà quelque chose de fondamental politiquement, mais tout cela, ça peut s'ajouter, sans compter la réaction qu'il peut y avoir suite à une victoire du Rassemblement national et des Républicains d'Éric Ciotti. Il peut y avoir aussi une réaction de l'extrême gauche particulièrement violente, et qui dispose de nombreux relais, de nombreux soutiens, que ce soit au sein de la magistrature, au sein des institutions, pour bloquer le pays, au sein des syndicats, je pense de la SNCF, de la RATP, où il pourrait y avoir une chienlit dès le 7 juillet, qui soit très compliqué à gérer. Donc nous allons voir tout cela. Moi je trouve ça passionnant, puisque enfin le ronron de la politique française se termine, et on arrive vraiment à une confrontation entre deux conceptions, c'est-à-dire sauvegarder notre civilisation, ou la disparition rapide et claire de notre civilisation, avec le projet de l'extrême gauche qui est de détruire totalement le pays. Merci beaucoup Thomas pour votre réponse. Maxime Morlon, à chaque fois que vous intervenez dans cette émission, c'est vrai que vous parlez souvent de la politique étrangère. Après tout, c'est un domaine que vous maîtrisez très bien. Vous avez notamment entendu sur les États-Unis. Et justement, dans pas mal de pays dont on a déjà parlé, le système politique est totalement différent. On n'est pas sur un système qui est partisan avec une multitude de partis, mais plutôt des structures globales avec des personnalités qui sortent du lot. Est-ce que déjà vous pensez d'une part que ce genre de structure, comme par exemple on peut voir avec les États-Unis ou le Canada, favorise l'union dans la mesure où il n'y a pas une multiplication partisane, une multiplication de partis, et d'autre part, même question que pour Thomas Joly, est-ce que vous croyez effectivement qu'il y a réellement enfin l'espérance d'une union des droites possibles pour des élections ponctuelles? Alors, c'est vrai que le système américain est un système donc de primaires, déjà par commencer. Donc, et pour remporter les primaires, il faut être implanté dans un des deux grands partis aux États-Unis, donc soit le Parti démocrate, soit le Parti républicain. Alors, c'est vrai que notre ami Donald Trump, lui, avait réussi le coup de force justement à gagner ses primaires en 2015, pour qu'il puisse se présenter en 2016. Bon, là maintenant, c'est vrai que ça lui a permis aussi de faire rentrer et de faire émerger aussi tous ses partisans dans ce parti, ce qui fait qu'il va pouvoir se représenter, à moins qu'ils essayent de le foutre en taule avant, mais ça c'est un autre sujet. Après, oui, c'est sûr que c'est les systèmes de deux grands partis, on va dire, ça met tout de suite de côté des petites formations comme la nôtre et d'autres formations, d'autres petites formations comme on peut le voir en France. Ça, c'est clair. Et aussi, je pense que dans un système français, ça pourrait peut-être encore causer plus d'abstention, je pense, qu'il y a maintenant. Bon, après, c'est pas aussi la France aussi actuellement, il y a un gros problème d'abstention parce que justement l'offre politique, on va dire, est assez, même s'il y a plusieurs formations, l'offre politique quand même d'un parti à l'autre est quand même reste la même, quoi. Il n'y a pas énormément de différence. Il suffit de regarder les partis de gauche. Il n'y a pas grand-chose qui les sépare idéologiquement. Dans les grandes lignes, ils sont tous d'accord. Souvent, le fait qu'il y ait plusieurs formations politiques, ça vient souvent de conflits d'ego, de personnes.
et à droite aussi, ça a été un peu le cas à un moment donné. Donc là aujourd'hui, qui est une union qui se fasse en France, bon, on verra si elle durera dans le temps, parce que c'est peut-être qu'une union de circonstances pour ces élections, parce que faut pas oublier que ce qui se passe en ce moment avec LR, c'est que bon, il y en a qui jugent à LR que s'ils veulent sauver leur siège, bah, ça passe par une alliance avec le RN, et il y a toute une frange aussi de LR qui est, on va dire, très loin de la base, qui pense le contraire. On verra qui aura raison dans 3 semaines. Bon, moi je pense que c'est plus ceux qui s'associeront avec le RN qui ont des chances d'être élus ou d'être réélus. Mais c'est vrai que pour moi, on peut pas comparer parce que la France avec les États-Unis sous les systèmes politiques, on n'a pas la même histoire. Aux États-Unis, ici, c'est un État fédéral. Le président des États-Unis n'a pas autant de pouvoir que le président français. Le Parlement, c'est pareil. Hein, beaucoup de choses se décident au niveau des États. Les États ont quand même beaucoup de prérogatives. Hein. Il suffit de regarder déjà sur la peine de mort, sur le port d'armes aussi, tous ces sujets-là. Hein. Vous prenez la Californie, puis vous prenez le Texas ou l'Alabama, c'est pas du tout la même chose. Au niveau de la fiscalité, c'est pas du tout la même chose. Ça, notre ami Arnaud Maille nous l'avait très bien expliqué d'ailleurs, quand nous avions fait ce forum sous les États-Unis dernièrement. Donc c'est pas du tout la même chose. En France, on a un État qui centralise tout. Voilà, quasiment tout se décide à Paris et maintenant à Bruxelles. Donc voilà, enfin, plus à Bruxelles qu'à Paris, c'est clair effectivement, mais la Ve République à la base, elle a été conçue de cette manière-là, que tout soit centralisé sur Paris. Et après, bon, on a galvaudé notre souveraineté, on a transféré nos pouvoirs petit à petit dans les institutions européennes. Mais voilà, donc pour moi, on ne peut pas comparer, c'est pas du tout la même chose. Mais pour en revenir à nos moutons et à ce qui est en train de se passer actuellement avec l'Union des droites, oui, je pense que l'Union des droites était souhaitable depuis longtemps. Ça là-dessus, Zemmour, quand il la prônait, quand il était encore commentateur politique, il avait raison là-dessus. Après, on verra si elle durera dans le temps. Voilà, y a que là qu'on peut voir. C'est sûr que si demain les résultats législatifs n'est pas escompté et que cette union des droites qui est en train de se faire vole en éclats, bon bah, je pense que ça dégoûtera encore plus les électeurs de ne pas aller voter aux élections suivantes. Et malheureusement, bah, j'ai bien peur que ça soit le cas. Voilà. Alors après, j'espère me tromper là-dessus, mais si ça devient le cas, bah, la France sera de plus en plus ingouvernable. Il y a de moins en moins de gens qui iront voter. Les politiques deviendront de plus en plus inaudibles. Et c'est là qu'il faudra renouveler l'offre politique, en tout cas en sorte de faire qu'elle se renouvelle. Et c'est là que le Parti de la France a toute son épingle du jeu à tirer. Voilà, d'un discours complètement différent, notamment sur le plan international. On prône la sortie de l'OTAN, par exemple. On est pour un rapprochement de la Russie. J'ai pas dit qu'on va aller baisser notre slip au Kremlin, mais il faut parler à la Russie. La Russie est sur le même continent que l'autre. Je pense qu'on doit avoir des rapports égal à égal entre la Russie et les États-Unis et pas, comme c'est le cas actuellement, est un caniche de Washington sur le plan géopolitique, tout du moins, et le plan des influences. Donc voilà, il faut que la France redevienne ce qu'elle a été fut un temps à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et peut-être que là, on arrivera peut-être à, à refaire des choses à peu près sérieuses et à envisager un futur un peu plus, on va dire, serein et un peu plus positif aussi au niveau politique pour ce pays. Merci beaucoup Maxime pour votre réponse. Alors vous vous en doutez évidemment, le chapitre Bardella, je le garde pour la fin de cette émission parce que c'est la finalité de l'Union des droites, c'est la finalité de tout ce qui se passe autour de la politique en ce moment, c'est de voir Bardella à Matignon. Mais avant de le voir à Matignon, il faut que nous parlions bien évidemment un peu plus en détail quand même d'une grosse actualité selon moi, Éric Ciotti. Éric Ciotti, et oui, il n'y a pas que Reconquête qui est un parti en train de s'imploser, qui est un peu à l'agonie. Il y a aussi les Républicains en l'occurrence, puisque nous avons Éric Ciotti, le président du Parti des Républicains, qui a décidé de faire alliance avec le Rassemblement national, ce qui n'a bien évidemment pas du tout plu à son parti qui lutte depuis des années et des années contre l'extrême droite, à laquelle ils ne veulent surtout pas être affichés. Et donc, par conséquent, ils ont fait un bureau
un peu un bureau politique un peu bâtard qui n'est pas valable du tout, pour virer le président Éric Ciotti. Éric Ciotti a fait une très bonne communication selon moi là-dessus, et le tribunal là justement vient de donner une suspension de l'exclusion d'Éric Ciotti. Là, il y a même pas quoi, il y a même pas 2 heures. Donc Éric Ciotti est toujours le président, des Républicains. Et félicitations. Thomas Joly, vous qui êtes président, bien évidemment, d'un parti politique, comment est-ce que vous avez suivi cette histoire? Vous, finalement, cette histoire qui a duré quoi, 48 heures, à l'heure où on parle. Comment avez-vous suivi cette histoire, excusez-moi, d'un parti politique qui se rebelle contre son président, mais finalement, son président tient bon et réussit à avoir raison, réussit à rester dans le juste et à ne pas plier devant ses fidèles militants? Comment auriez-vous réagi, effectivement, si ça vous était arrivé au sein du Parti de la France? Alors, tout d'abord, Éric Ciotti, s'il faut se dire, alors, il est courageux, je suis d'accord, mais à partir du moment où il avait mis le doigt dans l'engrenage, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus reculer, ce n'était plus possible. C'est donc, voilà, ce qui est du courage aussi, c'est qu'il n'a pas d'autre choix, pas d'autre solution. Mais c'est certain qu'il pourrait se déballonner, puisque, et on peut pas dire qu'il soit très entouré de cadres, donc il y va un peu tout seul. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il n'a pas présenté c'est l'alliance avec le Rassemblement national en bureau politique. Mais toujours est-il que c'est très amusant de voir tous ces candoles hurler, gémir, prendre des postures outragées, presque gaillardes. Je sais plus, c'était comment il s'appelle, Geoffroy Didier, qui disait qu'il allait même virer par la force Éric Ciotti, ce genre de choses. Enfin bon, voilà, des gars qui ne sont pas spécialement réputés pour leur virilité, essayer de se la jouer gros dur. Donc on a pu voir, c'est très amusant, c'est très amusant, mais toujours est-il que Éric Ciotti est en train de réussir son coup puisqu'il a le droit avec lui. Il est président d'un parti, ils l'ont exclu. D'ailleurs, donc ça a été son exclusion a été suspendue, puisqu'elle était totalement illégale et tellement bien faite que au cours de leur bureau politique dissident, où ils ont décidé de l'exclusion d'Éric Ciotti, il y a même un journaliste qui a pu prendre part au vote, qui a pu s'introduire, aucune vérification d'identité, alors qu'apparemment il y avait un huissier qui était là et il a pu voter pour l'exclusion d'Éric Ciotti. Donc voilà, c'est pitoyable et on va s'apercevoir, c'est très amusant de les regarder pousser des cris d'orfraie et on voit bien là que tous ces gens en plus vont à l'encontre de ce que veulent et leurs électeurs et également des militants de leur parti politique. Ça veut dire qu'en fait, ils prennent en otage depuis de nombreuses années leurs adhérents qui ne cessent de décevoir, et c'est pas pour rien non plus que leur score ne faisait que baisser. Donc voilà, c'est un pari qu'Éric Ciotti va peut-être réussir, puisque c'est lui en tout cas, parce que si le RN n'y arrive pas, le RN sera toujours là, mais lui il n'aura plus de parti, il n'aura plus rien, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc lui il fait vraiment voilà un pari, il faut il doit être gagnant, quoi, parce que ça va être très compliqué pour lui pour la suite. C'est soit il a un destin national, soit il est quasi définitivement grillé, en tout cas au sein de son propre camp. Donc on a pu voir, oui, comment. Alors j'étais un peu surpris. Comment ils ont pu aller au siège, ils ont pu prendre possession du siège. Donc on voit quand même une grosse dévirilisation de la droite dite républicaine. Et évidemment, dans pareille situation, vous imaginez bien que si se tenait un bureau politique dissident illégal du Parti de la France pour m'exclure de mon propre parti, j'espère que les gens qui feraient ça auraient pris de solides garanties auparavant et auraient rédigé un testament le cas échéant. C'est-à-dire que le rapport de force en politique, pour moi, est essentiel, mais pas forcément la force physique, mais pourquoi pas aussi de l'appliquer. C'est-à-dire que si quelqu'un, de manière complètement illégale, essaie de vous
de vous virer de votre propre parti politique. Alors de manière légale, on peut rien y faire. Voilà, une entourloupe à un congrès, ce genre de choses, ça, voilà, c'est légal, on peut rien y faire, on peut hurler, mais de manière complètement illégale. Eh bien, si, dans le cas d'Éric Ciotti, j'aurais déboulé avec quelques gros bras dans ce bureau politique dissident et des gens comme Gérard Larcher, à mon avis, auraient relâché ses sphincters. J'aurais chopé Monsieur Didier par le callback et je lui aurais demandé, alors c'est toi qui veux m'éjecter physiquement de mon bureau. Voilà, c'est ce genre de choses, mais vous savez, ça peut paraître dérisoire, ça peut paraître amusant, mais en général, quand les gens savent que c'est quelque chose qui peut arriver, eh bien, quelquefois, ils hésitent à agir. Lors de la scission entre Bruno Maigret et Jean-Marie Le Pen, je sais qu'il y avait toujours une certaine crainte, même lors de leur congrès, que Jean-Marie Le Pen déboule accompagné de gens du DPS un petit peu costauds et se frayent un chemin jusqu'à la scène et prennent la parole, ce genre de choses. C'est tout à fait quelque chose que Jean-Marie Le Pen ait pu faire et c'était même évoqué, voilà, pour leur congrès de Marignane. Et c'est certain que ce genre, voilà, à partir du moment où vous savez que la personne, les personnes que vous allez essayer de putcher sont susceptibles de réactions viril, eh bien, vous faites attention à vous. Et là, il savait bien que, bon, le pauvre Éric Ciotti, même si il remonte dans mon estime par rapport au courage qu'il a, on voyait bien qu'il n'allait pas aller faire le coup de force, mais moi, je pense aussi ce qu'il aurait fallu faire. C'est peut-être aussi une certaine culture fasciste, hein, mais c'est certain que si des dissidents, mettons que nous avions un siège du Parti de la France, voilà, physique à Paris, et que des dissidents veuillent, rentrer de force dans le siège, eh bien, je pense qu'il s'opposerait, voilà, il retrouverait une opposition virile à laquelle je participerais bien volontiers. C'est-à-dire que, voilà, comme dit Jean-Marie Le Pen, je n'ai jamais eu peur d'un homme, ni même de plusieurs. Et je crois que de temps en temps, en particulier ce genre de traîtres veulent, comme on a pu voir de LR, eh bien, si certains d'entre eux s'étaient pris 2-3 calottes à l'entrée du siège, avaient été virés comme des malpropres parce qu'ils avaient essayé leur entrée spectaculaire en force, eh bien, ils se seraient très vite calmés, je pense. Bon, voilà, c'était juste pour l'anecdote, mais en même temps, voilà, je vous préviens, si vous essayez de me putcher au Parti de la France, ça risque d'être assez musclé. Toujours est-il que on peut voir aussi soit une recomposition, on va dire, de la droite républicaine auprès du Rassemblement national, ou une décomposition de celle-ci si l'opération ne fonctionne pas. Nous verrons par la suite si M. Ciotti et ses députés n'est pas complètement absorbés par le Rassemblement national, parce que c'est aussi le risque, ou si alors il représente voilà, une nouvelle formation politique solide et d'avenir. Nous verrons par la suite, mais c'est vrai que là, l'union des droites, comme on le disait tout à l'heure, s'est faite de manière très, très rapide, avec plein de péripéties. C'est-à-dire que celle-ci et d'autres, avec Reconquête, avec le nouveau Front populaire, c'est incroyable le nombre d'informations que l'on peut avoir ces derniers jours. C'est-à-dire qu'on n'a même plus le temps de réagir, qu'une nouvelle information arrive, ou une information va aller à l'encontre de celle que vous venez de commenter. Donc c'est vrai que c'est très très riche comme actualité. Ça part un peu dans tous les sens. Il se passe des choses tous les jours, et c'est vrai que c'est passionnant. On vit une semaine passionnante, et il faut se tenir au courant, tenir à la page, puisque l'analyse que l'on a faite quelques heures avant est quelquefois déjà obsolète par rapport à l'actualité. Donc c'est quelque chose qu'il faut suivre. Pourquoi ? Parce que ça va participer. Bon là, ça va un peu se calmer à partir du moment où on aura les forces en présence. Voilà, que tous les candidats seront en lice. Donc à partir de dimanche soir, on saura qui est en lice ou qui représente qui, et ça va permettre déjà de partir en campagne. Mais une campagne de 15 jours, ça ne va pas. Sur le terrain, ça va être très très compliqué. Déjà, ne serait-ce que pour avoir son matériel officiel, c'est-à-dire ses bulletins de vote, ses professions de foi et ses affiches, ça va déjà être quelque chose de très compliqué. Ça va se faire, en tout cas pour les grosses formations, et pour les petites, je sais même pas s'ils vont arriver à le faire, parce que c'est même pas le tout d'avoir l'argent, c'est de trouver les imprimeurs qui puissent remplir voilà les conditions nécessaires, surtout les délais pour distribuer tout cela en préfecture pour que ce soit mis dans les boîtes aux lettres. Donc je pense qu'il va y avoir
de gros ratés aussi lors de cette élection et qu'il y a de fortes chances que beaucoup de gens n'aient pas les circulaires, ce qu'on appelle les professions de foi des différents candidats dans les boîtes aux lettres. Je pense que ça va être très très compliqué à mettre en place. Donc nous allons voir ce que tout cela va donner. Comme je vous le disais, moi je pense que les petites formations vont être atomisées, qu'il va y avoir un écroulement du macronisme et des républicains, des républicains, on va dire dissidents, et qu'à côté de cela, on aura, comme annoncé là aujourd'hui, ce soir, 536 duels sur 577 circonscriptions entre le nouveau Front populaire et la coalition LR Rassemblement National. Donc nous allons voir ce que tout cela va donner et suivre ça avec intérêt. Et je tiens à rappeler, ce que nous n'avons pas parlé tout à l'heure, quelles sont les consignes, en tout cas les propositions du Parti de la France, tant à nos militants, adhérents, sympathisants, mais aussi à l'ensemble des électeurs patriotes. Voilà, nous sommes réunis en bureau politique mercredi, de manière pas physique, puisqu'il était compliqué de se réunir aussi rapidement de manière physique, et donc nous avons fait ça de manière virtuelle, mais l'ensemble des membres du bureau politique étaient présents, et nous avons pu débattre, et c'est dégager une proposition, c'est-à-dire qu'au premier tour, qui ne sera pas forcément spécialement le plus important de cette élection, c'est sur le 7 juillet que ça va se jouer, mais au premier tour, le Parti de la France invite les électeurs patriotes à voter pour le candidat le plus hostile, le plus offensif face au grand remplacement, et au second tour, à voter systématiquement pour le candidat qui sera forcément de la coalition LR, Rassemblement National, face soit au candidat macroniste, soit au candidat de gauche, d'extrême gauche, et que sais-je encore. C'est une position de pragmatisme politique, comme nous l'avons toujours fait, et qu'il est impératif, quelques griefs qu'on puisse avoir contre le Rassemblement National et contre les Républicains version Éric Ciotti. Attention, nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas devenus des fans de Jordan Bardella. Nous ne sommes pas devenus des fans de Marine Le Pen ni du Rassemblement National que nous appelons depuis des années le reniement national. Nous avons de forts doutes quant à leur possibilité, quant à leur volonté réelle de changer les choses et d'appliquer un programme de droite nationale. Mais par contre, quelque chose dont autant nous avons des doutes, voilà, sur leur capacité, autant nous avons des certitudes sur les capacités de la gauche et de l'extrême gauche à ruiner le pays, à en faire un enfer migratoire et sécuritaire, à accélérer le grand remplacement à une vitesse vertigineuse et à faire des Français des dhimmis dans leur propre pays. Voilà, ça c'est une certitude, ça c'est quelque chose qui arrivera de manière fulgurante si le nouveau Front populaire avait une majorité à l'Assemblée nationale et qu'il y ait un gouvernement de cette obédience. Voilà, ça c'est une certitude. Et donc au Parti de la France, nous ne souhaitons jamais le pire aux Français et nous espérons croire en un redressement national, même s'il est imparfait, même s'il est timoré, eh bien, nous pensons que nous n'avons rien à perdre à donner une chance au Rassemblement national et à sa coalition. Alors peut-être que je regretterai, peut-être que avant le 14 juillet, eh bien, le gouvernement Bardella aura déjà lancé la procédure de dissolution du Parti de la France pour donner des gages tant nationaux qu'internationaux à tous les lobbies de l'anti-France pour dire regardez, on s'en prend à l'extrême droite. Peut-être ça arrivera, mais toujours est-il que je ne vois pas comment nous pourrions rester spectateurs aigris de ce bouleversement peut-être historique de la vie politique française. Merci beaucoup Thomas. Avant de parler enfin de Bardella, il est temps important, de parler de la libération, parce que je raconte petit lapsus, pas de la libération populaire, non, du Front populaire, puisque c'est quand même un petit peu le sujet principal, la cause principale même de tout ce remue-ménage. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup apprécié vos tweets, Thomas Joly, qui expliquait justement que la composition, que la communication et que l'union justement de cette fameuse gauche
est une très bonne argumentation de pourquoi il faut voter absolument à droite le 30 juin. Et justement, Maxime Morlon, vous avez peut-être dû voir Adrien Quatennens, qui avait été choisi pour parler, il n'a pas été choisi, il a parlé du féminisme, il veut défendre les féministes, et justement, ça me rappelle la fois où l'ONU avait désigné l'Arabie Saoudite pour parler du droit des femmes. Est-ce que vous ne trouvez pas ça cocasse, quand même, comme situation, et tout ce qui se passe globalement par rapport aux partis qui ont souscrit à l'union contre la méchante extrême droite? Bon, écoute, concernant le Front populaire, je pense que nos amis savent très bien ce qu'on en pense. Là, ils sont en train de démontrer qu'ils sont prêts à aller loin dans leur gabegie, dans leur idée nauséabonde, encore plus loin dans la dégénérescence, enfin dans la promulgation de la propagande dégénérée, tout du moins. Là, j'ai vu qu'il y avait une tête de proue du Front populaire qui proposait justement de faire des changements de sexe sur un simple acte d'état civil, pardon. Donc là, ils sont vraiment dans une fuite en avant dans le progressisme, pour rester poli. Donc après, concernant le cas Quatennens, ça c'est pareil, ça a été du théâtre, voilà, avec toutes les dindes de FI qui s'étaient levées contre lui, voilà. Puis, enfin moi, ce qui m'intéresse dans ce Front populaire, c'est que finalement, on voit que la gauche pro-Hamas et la gauche pro-Knesset ou pro-Likoud n'a pas de mal à faire une alliance quand il s'agit de la liquidation de la France, en tout cas, tout du moins de faire un front pour essayer de liquider la France. Donc c'est là, pour le coup, leurs contradictions sont très vite mises de côté. Donc, et là, je pense que on va dire, entre guillemets, l'électorat musulman qui pensait avoir trouvé un allié avec la France insoumise doit être bien cocufié. Voilà, hein, donc c'est très bien. De toute façon, ça fait très longtemps que je le sais. Ça fait très longtemps que je sais qui est Mélenchon et ses lieutenants et tous les gens qui sont dans ce parti, ce sont juste des petits boutiquiers qui pensent qu'à leur mandat, qu'à s'enrichir personnellement, hein, en promulguant des idées qui sont totalement à côté de la plaque des valeurs traditionnelles, hein, et d'une société, on va dire, qui doit être, comment dirais-je, dans son bon droit, voilà, qui doit être, on va dire, à peu près uniforme. Mais après, ce Front populaire là, je pense qu'il va y avoir quand même des remue-ménages avant les élections. Là, c'est que le début. On va voir aussi quand ils vont se mettre d'accord pour les investitures. Je pense qu'il va quand même avoir des déçus, hein. Et là, je pense qu'on risque justement d'avoir un petit peu le même cinéma qu'on a pu voir avec LR, ce qui s'est passé à LR, hein. Sauf que là, ça sera à plus grande échelle, hein. Et donc, on va observer ça d'ici les prochains jours. Parce que je pense que là, la semaine qu'on vient de vivre n'est pas encore tout à fait terminée. La dépôt des candidatures, c'est fixé à dimanche soir. Et après, il va y avoir une campagne, donc qui va être très rapide. Donc, je pense que qui dit campagne rapide dit campagne qui va être assez, on va dire, efficace et puis assez sportive. Voilà, je pense que beaucoup vont pas hésiter à aller loin pour justement tirer la couverture sur eux. Merci beaucoup, Maxime, pour votre réponse. Si vous souhaitez bien sûr ajouter quelque chose, Thomas Joly, sur ce fameux Front populaire, vous pouvez y aller. Et sinon, je vais commencer à aborder effectivement le sujet Jordan Bardella. C'est peut-être la partie qui va intéresser peut-être le plus de monde, puisque c'est, j'ai envie de dire, c'est la personne qui va peut-être être Premier ministre dans quelques semaines, ou en tout cas, c'est certain qui va être numéro 1 dans les élections législatives comme il l'a été pour les élections européennes. Ne nous emballons pas quand même, sachons raison garder. Aux européennes, il y a eu effectivement 31,50%, 40% même, je crois. Ce n'est pas tant que ça, ce n'est pas une victoire écrasante non plus. Et surtout, c'est la 3e victoire consécutive du Rassemblement national aux élections européennes. Ils étaient déjà Jordan Bardella en 2019, d'ailleurs. Donc, pour parler un petit peu effectivement de Jordan Bardella, on peut voir, j'ai trouvé une certaine, peut-être plus de liberté dans sa façon de s'exprimer en matière de communication. Je parle vraiment que de communication, je parle pas d'idéologie. Notamment, quand sa chaîne YouTube
quand il était adolescent, a fuité. J'ai vu qu'il avait fait des blagues à ce sujet. J'ai vu là d'ailleurs, il y a Squeezie qui a sorti un long pavé qui a fait plus d'1 million de likes, où il disait qu'il fallait absolument éviter l'extrême droite en France et qu'il fallait faire barrage au Rassemblement national. Et ben Jordan Bardella a répondu avec un post Instagram qui a tout aussi bien marché que celui de Squeezie, où il répond que Squeezie est frustré parce qu'il a perdu sur Call of Duty contre lui en Quickscope. Enfin bref, la communication de Jordan Bardella, c'est assez allégé finalement, et se prend peut-être un peu moins au sérieux qu'il y a quelques années. Peut-être qu'il prend aussi en aisance avec l'expérience. On rappelle qu'il est relativement jeune encore, même très jeune. Donc, messieurs, je vais vous poser cette question qui est effectivement très simple. Est-ce que le Jordan Bardella d'aujourd'hui vous convainc plus que Marine Le Pen pour remporter effectivement ces fameuses élections nécessaires quelque part à l'union des droites aujourd'hui, puisque si le peuple est réuni aujourd'hui, c'est déjà par mes connaissances aussi des partis politiques. Je rappelle que énormément de personnes pensaient aider Marion Maréchal en votant Jordan Bardella aux élections européennes, et ça c'est une réalité. Donc, est-ce que effectivement vous pensez que Jordan Bardella est mieux placé que Marine Le Pen aujourd'hui pour diriger le Rassemblement national et pour espérer gagner des élections aussi importantes que les élections législatives? Alors, pour les élections législatives, de toute manière, c'est lui qui mène la campagne législative. Et Marine Le Pen est, tout comme pour les élections européennes, est un peu en retrait, même si elle met plus en avant pour les élections européennes, elle est un peu en retrait. Et d'ailleurs, tant mieux. Je pense que plus Marine Le Pen est en retrait, mieux c'est pour le Rassemblement national. Marine Le Pen, qu'on l'aime ou non, je dirais, apparaît comme quelqu'un d'usé, de quelqu'un, et d'ailleurs, on ne va pas anticiper sur la présidentielle 2027, mais je pense que Jordan Bardella a un succès d'estime, et pas que d'estime, c'est-à-dire une popularité énorme, en particulier chez les jeunes, que n'a pas Marine Le Pen, qui, dans cet esprit de consommateur électoral, voilà, de consumérisme électoral, et bien, Marine Le Pen, voilà, elle s'est déjà présentée 3 fois aux élections présidentielles, ce sera sa 4e élection. Alors on va se demander si elle essaie de battre le record de son père. Elle a ce côté, Jordan Bardella. Les gens parlent de Bardella, ils ne parlent pas de Marine Le Pen. Il y a un phénomène Bardella, quoi qu'on en pense, quoi qu'on pense du personnage, ce phénomène existe. C'est l'attrait de la nouveauté, l'attrait de la jeunesse, et puis son côté très lisse. C'est-à-dire que Jordan Bardella est particulièrement lisse, et c'est malheureusement ce qui plaît à l'électorat. C'est quelqu'un de rassurant. L'électorat cherche toujours quelqu'un de rassurant, et on a pu s'apercevoir qu'il a même percé lors de ces élections européennes chez les boomers. Alors attention, Valérie Hayé, je crois qu'elle arrive en tête, il a fait à peu près jeu égal chez les vieux que l'a fait Valérie Hayé. Donc il est peut-être en phase d'arriver à être le Macron de droite, si l'on peut dire. Alors je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais je dis que ça fonctionne. Ça fonctionne, et je pense que la personnalité de Bardella, dans la réussite, enfin en tout cas l'image qu'il renvoie, l'apparence qu'il a, est un atout pour le Rassemblement national, et je pense que Marine Le Pen n'en est pas un. Alors là, il fonctionne en forme de duo, mais pour l'élection présidentielle, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler, c'est pas un duo à l'élection présidentielle. Et je crains que Marine Le Pen devienne un handicap électoral à côté du succès de Jordan Bardella. Et ça, c'est encore autre chose, parce que c'est elle qui reste la patronne. Hein. Jordan Bardella est peut-être président du Rassemblement national, mais c'est un homme de paille. C'est Marine Le Pen qui décide de tout. Marine Le Pen et son entourage proche qui décident de tout. Jordan Bardella n'a pas encore voix au chapitre. Dès que Marine Le Pen fait les gros yeux, tout de suite il se couche. Attention, c'est tout de même ce qu'il faut savoir. Mais voilà, il plaît. Je pense que évidemment, heureusement que c'est lui qui mène cette campagne législative, car c'est par sa personnalité, qui a été mise beaucoup en avant lors de ces élections européennes, que le score a été, je le pense, aussi élevé. Et donc, oui, je pense que Bardella est un atout, en tout cas pour son camp, même si je n'ai pas forcément, je ne pense pas
que Jordan Bardella est pétri de conviction. Toujours est-il que ce qu'il a voilà, il a quand même déclaré aujourd'hui que sa priorité, c'était évidemment le sempiternel pouvoir d'achat, mais sa mesure immédiate serait de se retirer du marché européen de l'énergie, ce qui pourrait entraîner une baisse jusqu'à 30% de notre facture d'électricité, de gaz et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, c'est quelque chose d'immédiat. Ensuite, la sécurité, il a dit qu'il voulait rétablir l'ordre partout, et l'immigration. Et également que sa première mesure, je crois que ce serait la suppression du droit du sol. Donc, même s'il peut être décevant sur certains autres points, en attendant, voilà, c'est quand même quelque chose qui se rapproche de vers ce à quoi nous tendons et qui est quand même quelque chose qui est un objectif de la droite nationale. Donc, je crois qu'il essaie d'avoir un équilibre entre rassurer l'électorat et également avancer certaines propositions qui font frémir d'horreur la gauche. Donc, c'est à voir. De toute façon, nous sommes spectateurs de tout cela. Et même si nous pouvons, et nous allons faire campagne d'ailleurs, comme nous l'avons fait pour Marion Maréchal, nous allons tenter de faire campagne aussi sur le terrain lors de cette élection pour justement soutenir cette alternance qui sera peut-être historique le 7 juillet. Donc nous verrons bien tout cela, mais j'ai l'impression que pour l'instant, Jordan Bardella fait une assez bonne campagne et qu'il arrive à parler à l'ensemble de l'électorat français, qu'il arrive à être compris et que sa jeunesse et également, comme je vous le disais, son côté lisse et rassurant est un atout dans cette campagne, même si on peut le regretter, même si c'est pas véritablement notre ADN de se soumettre au désir on va dire de modération réclamée par l'électorat, par un certain électorat. En attendant, on peut voir que ça fonctionne. On peut regretter que ce soit le Rassemblement national qui soit aussi haut et que ce ne soit pas, par exemple, Reconquête, que ce ne soit pas Éric Zemmour, que ce ne soit pas le Parti de la France. Mais en attendant, c'est comme ça. Et on n'a pas d'autre choix. Et vu l'enjeu qu'il y a pour ces élections législatives, nous n'avons pas d'autre choix que de jouer cette carte et de ne surtout pas rester en retrait. De toute façon, comme je vous le disais tout à l'heure, nous n'avons rien à perdre. Merci beaucoup Thomas Joly pour votre réponse. Et oui, vous Maxime, à peu près la même question. Et justement, on disait que Marine Le Pen, elle a su s'écarter pour ces élections législatives, même si on sait qu'elle est derrière, on n'est pas dupe. Vous pensez que Marine Le Pen saura également se mettre de côté lorsqu'il s'agira de se présenter pour les élections présidentielles de 2027 ? Alors, déjà concernant Bardella, je voudrais quand même souligner une chose, c'est que contrairement justement à Marine Le Pen et les lieutenants de Marine Le Pen, c'est que Bardella, il nous a jamais craché dessus, parti de la France. Voilà, donc ça déjà c'est. Si, il nous a. Ici, au cours de la campagne présidentielle, il a dit que la théorie du grand remplacement, c'était Thomas Joly, le Parti de la France. Enfin voilà, il m'a pas traité d'enculé non plus, mais voilà, il nous a dit que l'extrême droite, c'était nous. Oui, et Marine Le Pen, par contre, elle nous a traité de nazis. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas du tout la même chose quand même. Donc Bardella avait quand même essayé d'argumenter, puis après il faut aller voir aussi dans quel cas, dans quel contexte aussi qu'il avait donné cette réponse-là. Je pense qu'on avait dû lui poser une question sur le Parti de la France justement. Donc il fallait un petit peu sortir du traquenard, on va dire qu'on lui avait tendu. Mais après voilà, bon Bardella, moi quand même ce que je constate malgré tout, c'est qu'il rassure les gens. Voilà, il a ce côté gendre idéal qu'avait Macron d'ailleurs. Quand il s'était présenté donc justement avant qu'il soit élu, et ça plaît aux gens. Et malheureusement, oui, comme tu dis Thomas, il est lisse, et c'est ce qui plaît aux gens aujourd'hui, notamment après la crise du Covid et tout ça et tout, où quand même la plupart des gens en ont quand même pris plein la tronche. Et je pense qu'aujourd'hui, l'électorat français de droite comme de gauche a quand même besoin d'être rassuré malgré tout. Voilà.
Alors peut-être que si justement le RN aidé de LR, cette coalition n'arrive pas justement à gouverner, et même s'ils gouvernent, ils n'arrivent pas à mettre en place ce qu'ils veulent, ou ils ont fait de l'électoralisme, enfin de l'électoralisme pur, bah, peut-être que là viendra peut-être le moment de la radicalité. Donc ça, on verra bien, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que Bardella, moi je le constate aussi dans mon entourage, hein, tout bonnement. Hein, c'est vrai que les gens aujourd'hui, grâce à Bardella, et pas avec Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, ça reste quand même la fille de son père, les gens sont quand même plus rassurés et plus enclins à voter pour le Rassemblement national, quoi. Voilà, pour le parti des Le Pen, quoi. C'est pas la même chose, quoi. Puis le fait qu'il s'appelle pas Le Pen, ça doit peut-être jouer aussi, parce que c'est vrai qu'on a tellement bourré le crâne des Français pendant 50 ans avec le Pen, le détail et toutes ces histoires à la con là pour justement diaboliser le Front National de Jean-Marie Le Pen qui a été repris après ensuite pour Marine quand elle a pris la tête du mouvement à partir de 2011. Mais voilà, même chez les jeunes, hein, moi j'ai un neveu qui a 16 ans, il est fan de Jordan Bardella. Voilà, c'est alors que rien n'était il n'avait pas envie de dire des prédispositions justement à être orienté, on va dire, vers Bardella ou un autre une autre personnalité politique. Voilà. Donc ça plaît. Et après concernant Marine Le Pen, bon bah Marine Le Pen, de toute façon, je pense que oui, elle retentera malheureusement de se présenter à la présidentielle. Je pense même que ça fait partie du deal entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. C'est je te laisse les élections européennes, législatives et enfin toutes les élections intermédiaires, mais par contre la présidentielle c'est mon bébé, je le garde et ça sera encore moi. Et malheureusement, Marine Le Pen se représentera, elle sera encore probablement au deuxième tour, elle se vautrera au débat, parce que de toute façon en débat, elle est nulle. Voilà, maintenant ça fait 2 fois qu'elle se vautre en débat présidentiel, donc c'est que ce soit Macron ou une chèvre en face, de toute façon elle se vautrera en débat, parce que Marine Le Pen Et puis n'a pas de mémoire. les gens ont envie de voir autre chose. On en marre de Oui, la gueule usée de Marine Le Pen. on est d'accord, mais tu verras, Thomas, que Marine Le Pen continuera et s'imposera, parce que de toute façon, même si Bardella est le président du RN actuellement, ça reste quand même officieusement Marine Le Pen. D'ailleurs, elle touche toujours le salaire, il faut le savoir. Donc voilà, elle ira, c'est quasiment sûr. Enfin, à moins vraiment que Bardella arrive à s'imposer et arrive à être Premier ministre. Là, ça pourrait peut-être rabattre des cartes, peut-être. Voilà, surtout s'il venait qu'à être Premier ministre et à faire ce qu'il voulait avec succès, quoi. Ce qu'on lui cède quand même malgré tout, parce que ça reste quand même, il a des idées quand même qui sont comme lui, qui se rapprochent le plus de nos idées malgré tout. Donc à partir de là, enfin, on en tirera les conclusions qui s'imposent, mais j'ai bien peur malheureusement que Marine Le Pen ne lâche pas et qu'elle veuille égaliser aussi le record de son père, enfin qu'elle cherche à le faire, tout du moins. Oui, tout à fait. Ben, merci vous deux pour avoir répondu effectivement très 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 précisément à mes questions. Donc vous avez bien compris le message, je pense. Le 30 juin, votez pour le candidat le plus à droite possible, le plus à droite qui se présente dans votre circonscription. Je ne sais même pas encore qui. Enfin, j'ai des idées évidemment sur qui se présentera dans ma circonscription, mais je ne sais vraiment pas encore quels partis seront représentés. En même temps, il faudra que j'attende la semaine prochaine pour avoir la réponse. Mais je serais heureux d'aller voter. Je crois que je n'ai jamais été dans l'absentéisme. J'ai toujours voté depuis que j'ai le droit de vote, il me semble. Mais là, c'est vrai que j'ai un certain engouement, un engouement que j'avais un peu perdu depuis 2022, depuis la défaite d'Éric Zemmour. Et là, j'irai voter avec grand plaisir. En espérant. Et justement, comme tu le soulignes, Alexandre, là, c'est vrai aussi que j'ai pu aussi constater cette semaine, c'est que des gens qui n'étaient plus enclins à aller voter parce que voilà l'actualité politique était devenue moribonde, pas très passionnante, il se passait presque plus rien hormis les tambouilles, enfin les traditionnelles tambouilles, pardon. Là, c'est vrai que cette redistribution des cartes, si on peut appeler ça comme ça, on va dire, va permettre aussi de remobiliser un certain électorat qui s'était absenté des urnes depuis quelques années. Et donc ça aussi, c'est toujours bon à prendre. Alors, on verra de quel côté vont jouer les absentéismes,
mais je pense que oui, le Bardella, la coalition LRRN Marion peut en tirer un large profit. Voilà, je pense que la gauche, elle est malheureusement pour elle au taquet depuis un certain temps. Ce qui s'est passé encore, voilà, avec les événements de Gaza et tout, la position qu'ils ont adoptée, ça va pas jouer en leur faveur non plus. Même si il y a une alliance de plusieurs partis, certes, mais voilà. Aujourd'hui, s'il y avait beaucoup d'abstention lors des élections, notamment européennes, toutes les élections intermédiaires, c'est parce que voilà, le paysage politique était resté figé et les gens ne trouvaient pas, on va dire, la raison et puis la motivation d'aller glisser un bulletin dans l'urne, ce que je peux comprendre. Hein, c'est tout à fait normal. Oui, oui, tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi, mon cher Maxime. Il y a eu plus d'actualité, entre parenthèses, je fais une petite parenthèse, il y a eu plus d'actualité politique, je trouve, ces 3 à 4 derniers jours que ces 5 dernières années. Donc c'est vrai que... Même plus que ça, même beaucoup plus que ça. Moi, j'ai envie de dire que depuis le 21 avril 2002, oui, on n'a jamais autant parlé de politique. Voilà. Moi, je me rappelle très bien à cette époque-là, comme Jean-Marie était au deuxième tour. Là, c'est vrai que c'était un séisme. Hein, personne s'y attendait. Mais moi, je pense que depuis là, donc ça fait maintenant plus de 20 ans. Qu'on n'a jamais autant parlé de politique, et même des gens qui n'ont pas l'habitude d'évoquer ces sujets politiques, que ce soit en milieu professionnel que ça et tout, là, on parle de manière, on va dire, plus aisée, quoi, hein. Donc, on voit que ça a libéré, ça a enlevé une certaine chape de plomb, si j'ose dire, chez les gens qui n'ont pas trop l'habitude d'aborder ces sujets-là. Parce que la politique reste quand même un sujet tabou pour la plupart des non-initiés, il faut pas se le cacher. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, la politique, c'est toujours un sujet, il faut faire attention. Et surtout, c'est toujours comment je peux dire, c'est paradoxal le C'est un fait sujet que... clivant, c'est un sujet clivant, c'est-à-dire voilà, chacun a ses convictions et forcément quand aujourd'hui on se retrouve avec un choix entre deux extrêmes si on veut un peu on va dire adopter le langage des médias mainstream et du système et là forcément c'est deux opposés et donc c'est ça qui est c'est plutôt positif. Moi, je trouve ça très positif parce que justement, voilà, les gens vont se libérer, vont pas hésiter à montrer ce qu'ils pensent et c'est ce qu'il faut. Si on veut espérer que la France se relève, il faudra que les gens aient un peu plus de couronne, tout du moins, et montrent ce qu'ils pensent et qu'ils aient pas peur de le dire, tout du moins, quoi. Tout à fait. Et oui, je disais, c'est assez paradoxal le fait qu'on accorde le droit de vote à absolument tout le monde à partir du moment qu'il a 18 ans, alors que pourtant la politique est un sujet très ambigu et complexe qui demande un certain investissement, comme si on pouvait faire des votes pertinents et éclairés de manière innée, sans aucune éducation ou réflexion constante derrière. Ce sera peut-être le Ah sujet d'un oui, prochain. Ah oui, oui, allez-y non, Thomas. oui, non, mais voilà, c'est ça. Vous avez tout à fait raison de rappeler ça. C'est que voilà, c'est tout le bonheur de la démocratie, c'est-à-dire que la grosse boumeuse qui n'y connaît que dalle que vous croisez à la boulangerie le matin et qui va dire qu'elle vote Emmanuel Macron parce qu'elle trouve qu'il est bien coiffé, et bien son vote, il a autant de valeur que le vôtre. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. C'est ça la joie de la démocratie, c'est que il y a un électorat qui est la démocratie. Pour un électorat éclairé, voilà, c'est l'idée, voilà, de l'Antiquité avec quelqu'un qui s'intéresse à la vie de la cité, tout ça. Mais non, là, c'est des French tictards qui, vont juste regarder la gueule du candidat et qui trouvent que Macron, c'est le gendre idéal et qui est bien coiffé, qui présente bien. Ah bah oui, il est bien, puis donc on va voter pour lui. Puis il est rassurant. Il est rassurant. Avec Macron, il n'y a rien qui bougera. Là, on aime bien quand on l'entend parler. Puis regardez, il met des beaux costumes. Et ben voilà, ces gens-là votent. Et malheureusement, la France est un pays vieillissant. Et à cause de ces putains de boomers, je pense qu'on a perdu un certain nombre d'années, puisqu'ils ont été incapables de se rendre compte que la France qu'ils ont connue, eux, qu'ils ont aimée, parce qu'en général, les boomers, en plus, devraient être les plus radicaux.
puisque la France qu'ils ont connue, dans laquelle ils ont grandi, qu'ils ont aimé, une France blanche, une France prospère, a complètement disparu, et c'est eux qui devraient être les plus outrés. Eh ben non, c'est à cause d'eux que on a perdu des années et des années, et que peut-être là, on va pouvoir parvenir à un changement politique. Mais voilà, c'est ça, nous sommes en démocratie. Alors il y en a beaucoup qui le disent avec gourmandise. Voilà, nous avons la chance d'être en démocratie. Bah moi, je suis pas certain que ce soit une chance que les votes se valent par rapport, vu le niveau intellectuel de certaines personnes, et avec quelle on va dire légèreté ils utilisent leur droit de vote. Absolument. Et pour moi, effectivement, il y a une certaine forme d'absurdité. Ce serait comme demander à l'ensemble de la population française de savoir peindre. C'est quelque chose qui, quand même, demande un peu de technicité et d'apprentissage constant. Enfin bref, ce sera sûrement le sujet de notre émission, j'en suis persuadé. Pourquoi pas? On essaie de trouver aussi des idées d'émissions pendant que nous les faisons. Chers amis du Parti de la France, j'ai été content d'être de retour. C'est vrai que mes examens, c'est la semaine prochaine, mais voilà, l'urgence politique fait que je devais revenir faire une émission. Donc j'étais ravi de la faire en compagnie de Thomas Joly, président du Parti de la France, et Maxime Morlon, membre du bureau politique du Parti de la France. Alex, moi sache que c'est toujours un plaisir de venir partager mon analyse avec nos sympathisants. Voilà, et puis je pense que de toute façon, vu au rythme où l'actualité va en ce moment, je pense que même la semaine prochaine, tu vas devoir être mise à contribution, malheureusement pour toi. Et merde pour tes examens. Et je pense aussi, effectivement... Alors moi, mes examens se terminent au total le 2 juillet, mais je vous en raconte... Enfin, je vais pas vous raconter ma vie. Mais globalement, oui, effectivement, je pense que je serai sûrement mis à contribution la semaine prochaine et la semaine d'après. Je vous encourage vivement à nous dire, parce que vous êtes probablement sur YouTube en train d'écouter la rediffusion, dites-nous ce que vous avez pensé de chaque thème que nous avons abordé, dites-nous de ce que vous pensez en ce moment sur le terme politique, mettez des pouces bleus pour nous soutenir, allez sur la page, sur le site internet et faire un petit don, pourquoi pas, et enfin, adhérez au Parti de la France et parlez du Parti de la France autour de vous pour que nos idées puissent continuer de grandir et de s'épanouir dans notre contexte qui est propice justement à l'émergence de nos opinions, aussi radicales soient-elles. Elles avancent, et ça fait plaisir. À la semaine prochaine tout le monde, et bonne fin de semaine. Et bonne fête des fêtes pour soirée, Alexandre. Salut. ceux qui vont la fêter.